En tout cas, bonsoir et bienvenue au Boostillion numéro 3. J'ai eu peur à un moment, j'ai cru que ça allait. Ils sont bons. Bon. Bon, bonsoir Carlos. Salut. Alors, il va falloir qu'on commence par le début. C'est déjà te présenter. Hein, parce que je pense que de nombreuses personnes ici savent qui tu es, ne connaissent pas. Mais ont entendu parler, ils ont entendu dire que tu aimais bien faire des câlins, des trucs comme ça. Mais derrière ça, derrière ce cœur, il y a un homme. Exactement. Donc qui est cet homme? Alors oui, j'aime bien me définir. Non, je viens. J'aime bien me définir comme un serial entrepreneur qui est devenu socialiste après un geste malheureux. Non, je suis véritablement un entrepreneur. Je suis pas. C'est vrai que bon, on pourra parler peut-être un peu de politique et des choses comme ça. Mais je suis avant tout un entrepreneur et je suis un amoureux des startups. J'ai créé ma première startup en 96 à Limoges. Donc j'aime bien la province. Je suis un provincial. Je suis né à Limoges, d'origine espagnole. Hein. Je n'ai pas un nom, je m'appelle Carlos Diaz, donc je ne suis pas un descendant de Jacques Croquant. Donc j'ai créé ma première start-up à Limoges de façon un peu improbable. Et d'ailleurs, quand je vois tout ce lieu où je ne peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce que j'aurais fait, parce que si j'avais eu un truc comme ça, en fait, à disposition. Quand on s'est créé à Limoges, on a créé cette boîte avec mon frère qui avait 18 ans et moi j'en avais 23. Mon frère était en médecine, après avoir découpé un premier macabé, il a compris qu'il ne pouvait pas faire médecine en fait. Moi je m'apprêtais à rentrer dans l'éducation nationale, j'étais maître auxiliaire, donc j'avais ma carrière déjà presque tracée. J'avais fait une thèse sur Borges et la littérature argentine et le complexe du labyrinthe. Donc on est assez loin de l'entrepreneuriat. Quoique pour l'entrepreneuriat, le complexe du labyrinthe, ça peut être intéressant. Mais voilà, j'étais vraiment promis à une carrière de prof, quoi. Un jour, c'est mon frère qui a eu cette idée de créer une start-up, je ne sais même pas à l'époque si on parlait de start-up, me dit, voilà, il y a Internet qui arrive, et ça va chambouler notre vie, notre quotidien. Il avait 18 ans, hein, et moi j'en avais 23. J'ai encore du mal à savoir à quel moment est-ce qu'on s'est dit tous les deux, bah oui, on va créer un truc. Mais le fait est qu'on l'a fait. Je me rappelle à l'époque, à Limoges, il y avait un programme de pépinière d'entreprise qui était porté par la Chambre de commerce. Et c'est peut-être l'ancêtre de l'accélérateur ou de l'incubateur à l'époque à Limoges. Il y avait un concours, il fallait pitcher, enfin, il ne pas pitcher, hein, il fallait présenter son projet d'entreprise devant les gens de la Chambre de commerce et puis d'autres entrepreneurs locaux. Et quand j'ai présenté ce truc-là, on n'a pas été pris, quoi, en fait. On nous a dit non, c'est nul, ça ne marchera jamais. Il faut dire qu'à l'époque, notre projet était très très peu clair, c'est-à-dire qu'on ne savait pas, c'était le début de l'Internet, on ne savait pas si on allait être un fournisseur d'accès Internet, on ne savait pas si on allait héberger des sites web ou si on allait créer des sites web, on n'en avait aucune idée. On savait juste qu'on avait envie de faire un truc dans l'Internet et qu'on avait 18 et 23 ans. Et je me rappelle que la première fois que les premiers trucs qu'on vendait, c'est qu'on expliquait aux gens comment envoyer des mails. Et on facturait ça. C'est-à-dire qu'on leur disait, voilà, vous ouvrez, là vous mettez l'adresse, là c'est un titre, c'est vachement important le titre. Et puis on expliquait comment il y avait des modems, ça faisait du bruit. Et les gens recevaient des mails et puis on facturait à la fin, on disait, on avait un modèle économique, quoi. Le premier mail était gratuit, et puis non, je déconne. Mais c'est comme ça qu'on a fait du chiffre en premier. Et quand on a présenté notre projet à la pépinière de Limoges, on nous a dit non, il faut vous continuer à être prof, quoi. C'est beaucoup plus sûr pour vous. Et à Limoges, il y a une technopole qui s'appelle Esther. Et nous, on voulait absolument, déjà que d'être à Limoges, c'est pas super cool, quoi. Donc, on voulait vraiment être sur la Technopole Esther. Et j'ai fait des pieds et des mains au directeur de la Technopole Esther pour dire, ben voilà, on n'a pas été pris en pépinière, mais on veut vraiment être là. Et je crois que je lui ai fait de la peine, quoi, en fait. Il nous a offert un placard à balai, vraiment, c'est ça, quoi. C'était un endroit où ils ont proposé les aspirateurs et des trucs comme ça. Et c'est une pièce de 15 mètres carrés, peut-être. Il n'y avait pas de fenêtre, c'était vraiment un local, quoi, une remise.
Et on a commencé là, sur la Technopole STR à Limoges. Donc ça fait un peu légende startup, mais c'est vrai qu'en fait, on a commencé comme ça. Et puis la boîte est devenue Imakina aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 600 personnes. Moi, je suis plus là, je suis plus dans le truc, quoi. Mais on a toujours une présence à Limoges où on emploie plus d'une cinquantaine de personnes. Je ne peux pas trop commenter l'actualité d'Imakina parce qu'il va y avoir des annonces. Maintenant, la boîte est cotée sur Euronext. Le groupe est présent en France, en Belgique, en Hollande, en Suisse. Voilà, c'est une agence digitale, c'est une agence web. On a en charge les stratégies. Enfin, je dis on alors que je ne fais plus rien dans Imakina depuis 2005. Mais mon frère est resté. Et voilà quoi, et ça marche très très bien. Et puis ensuite en 2005, donc quand on a rejoint le groupe Imakina, donc on a rejoint Imakina en 2005. Moi je suis sorti parce que dès que ça commence à grossir, je commence à m'emmerder en fait. Moi j'aime bien la ferveur, ce côté un peu meute de loup que je sens bien ici. Avec la sueur et les pleurs et le sang, le chic et le molar, quoi, en fait. J'aime bien cette période-là qui est super excitante. Et donc j'ai voulu recréer un autre truc et j'ai créé un éditeur de logiciels. Alors cette fois-ci, on est monté à la capitale avec nos sabots remplis de paille et on a créé Blue Kiwi. Avec ma première boîte, on n'a pas du tout levé d'argent. On était vraiment une forme d'apprendre ce que c'était que de développer une boîte en faisant toutes les erreurs possibles et inimaginables. Et la deuxième entreprise, Blue Kiwi, là par contre on a levé énormément d'argent, enfin peut-être trop d'ailleurs, on a levé 12 millions en tout. Et on est devenu un éditeur de logiciels leader sur le sujet du réseau social d'entreprise. Et ça c'était en 2006 et j'ai dirigé la boîte jusqu'en 2011. On s'est étendu aux États-Unis en 2010. Et finalement, on a revendu Blue Kiwi à Atos en 2012. Alors, je le dis avec un peu d'amertume parce que c'était pas du tout mon projet à moi, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé que quand vous pouvez éviter de lever de l'argent, il faut éviter de lever de l'argent. Et que quand vous levez de l'argent, vous êtes plus tout seul quoi, dans votre boîte. Donc, j'ai peut-être pas su convaincre suffisamment le board et les investisseurs. Moi, j'étais parti vraiment dans une logique de développement US. En 2010, on est parti avec Blue Kiwi aux US. Moi, je voulais partir aux US beaucoup plus tôt. Je pense que fondamentalement, j'avais raison parce qu'on faisait la même chose que Yammer et que Yammer s'est vendu 1,2 milliard et que nous, on ne s'est pas vendu 1,2 milliard à Atos, malheureusement. Mais j'ai pas su peut-être convaincre le board de continuer le développement US, ça coûtait aussi beaucoup d'argent. On avait déjà levé aussi pas mal d'argent. On en parlera certainement, mais dans une logique très très américaine de go big or go home, quoi, en fait. Et le board a commencé à voir un peu qu'on grillait beaucoup de cash. Et je pense qu'ils ont eu une opportunité de revendre en France et qu'ils ont préféré la sortir plus vite et plus rapidement. Les investisseurs, ils ont aussi leur agenda. Des fois, ça ne coïncide pas forcément avec l'agenda de la boîte. Et donc moi, je lui ai dit, si c'est ça, je m'en vais en fait. Parce que je savais très bien que si on allait vendre en France, il fallait que je revienne en France. Et moi, j'étais déjà aux États-Unis depuis 2010, ça c'était en 2011. Et pour moi, il était hors de question de revenir en France. Je débutais aux États-Unis, je découvrais les États-Unis. Et j'avais vraiment envie de rester aux États-Unis et de regarder un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai step down de ma position de CEO à cette époque-là, je suis resté board member, j'ai assuré la vente et j'ai mis un CEO qui lui allait faire le service après-vente et on a vendu à Atos en 2012. Et moi j'ai créé une nouvelle boîte qui s'appelle Quarter à San Francisco. Beau t-shirt. Ouais. Et qui on fait du social game essentiellement. On a commencé avec un jeu qui se synchronise avec ce que vous regardez à la télévision et on fait ça notamment beaucoup avec le sport. Notamment là pour la Coupe du Monde, notre solution est utilisée en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, malheureusement pas en Europe, on n'a pas trouvé de clients en Europe. On a failli travailler avec TF1. Encore. Mais on n'a pas voulu travailler avec TF1.
Ça a mis 9 mois de négociation et à la fin, TF1 est venu nous voir en nous disant bah, super, on va bosser ensemble, on va vous donner 70 000 $. Bah, j'ai dit non, ça vaut beaucoup plus cher que ça. Et là, le mec de TF1 m'a dit mais vous pouvez pas dire non à TF1. Bah, je lui ai dit si, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, ça, c'est une question de mentalité aussi en France où les grandes boîtes pensent que les startups sont à leur service. Et bah fuck. C'est pas le cas. Et ce qui est très drôle pour la petite anecdote, c'est que je suis aussi en France là, parce que c'est tout le paradoxe de la France, c'est que on sait, voilà, ça s'est pas fait. Mais le 1er juillet, le comité exécutif de TF1 m'a demandé de venir pitcher pour leur présenter l'avenir de la télévision. Donc c'est complètement fou. Donc je viens en fait et je vais leur parler du futur de la télé. Donc voilà. Et je m'éclate à San Francisco dans ce projet Quarter qui consiste à essayer de créer de l'interactivité autour du sujet de l'entertainment, notamment de la télévision. Comment est-ce qu'on peut rendre l'acte de regarder la télévision interactif en proposant des jeux qui permettent d'interagir avec le programme télé. D'accord. Bon, je me pose je suis désolé, c'est un peu long parce que je deviens un gorille cendré quoi, en fait. Donc, non, mais c'est intéressant parce que je me dis, là, 3 projets, 3 réussites, est-ce que c'est pas chiant de tout le temps arriver à tout quoi? Et alors, c'est un vrai sujet. Non, mais tu poses une vraie question. C'est que c'est vrai que les 2 premières startups que j'ai montées en France sont des réussites. Et le problème, c'est que j'attends l'échec là. Tu vois, je suis dans une logique de presque d'attente de l'échec. Je pense que inconsciemment je suis parti aux États-Unis parce que je préfère me planter aux US que me planter en France. Parce que je suis un peu dans la ligne de en France, on m'attend au tournant. Alors qu'aux États-Unis, personne ne m'attend là-bas. Je pense qu'inconsciemment il y a peut-être un peu de ça. Mais je pense que j'ai besoin effectivement d'un échec. Et peut-être, bien évidemment, j'essaie de tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Mais voilà, ça va m'arriver fondamentalement, forcément. C'est le 4e projet, quoi. Ouais, mais maintenant j'ai 41 ans et une start-up c'est 7 ans. Une start-up, c'est quand on décide de lancer une start-up, c'est comme quand, je suis souvent le roi des mauvaises analogies, hein, mais on rentre dans une relation pour 7 ans. Donc il faut accepter de consacrer 7 ans de sa vie à cette start-up-là, parce que c'est généralement le cycle, qui d'ailleurs est assez proche du cycle des investisseurs. Des couples aussi. Des couples, peut-être, effectivement. C'est vrai qu'on dit qu'à 7 ans, il se passe un truc. 7 ans, c'est difficile. Voilà. Et le mieux, c'est 5 ans, si on peut rester dans une start-up pendant 5 ans et vendre au bout de 5 ans. 7 ans, c'est une moyenne. Mais si on est toujours avec sa start-up au bout de 10 ans, c'est que soit on est sur un truc énormissime, et tant mieux, ou soit c'est qu'on est en train de s'évertuer à un truc qui ne marche pas, en fait. Donc moi j'ai 41 ans, donc 7 ans, ça m'amène à 48, et j'ai une appétit, une soif des startups qui est telle que j'ai envie de faire plein de trucs, mais j'ai pas trop envie de parler de ce que je vais faire. Et donc là, on parle justement depuis 2010, enfin 2011, tu as décidé de partir aux États-Unis. Et en plus, tu as envie d'y rester, tu as envie un peu pas de brûler les ailes là-bas, mais enfin voilà, tenter l'aventure là-bas. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi ce choix? Moi j'en avais vraiment marre de la France en 2012. Généralement, je vais pas faire de langue de bois, mais je venais de vendre à Atos et François Hollande arrivait. Donc c'est pas le meilleur moment pour rentrer en France, financièrement. Et donc j'ai décidé de rester aux États-Unis, très honnêtement, en partie pour ça aussi, quoi, en fait. Mais non, mais c'est malheureux, mais il faut le dire, quoi, en fait, c'est la réalité. Et puis non, après, sur un plan très perso, je pense que monter une start-up aux États-Unis et à San Francisco, on fait du digital. Je pense que je ferais du parfum, de la mode, je serais resté à Paris ou je serais peut-être à Milan, mais je suis dans le digital et San Francisco, c'est le centre du monde du digital. Et pour la première fois, j'avais le sentiment d'être vraiment au bon endroit, au bon moment. Et c'est un peu, on va rester dans l'analogie du foot, mais pour moi, la Silicon Valley, c'est la Champions League. Donc, j'ai joué en Ligue 1, et puis là, j'ai l'occasion d'aller en Champions League, et quand on a l'occasion de jouer en Champions League, je ne connais pas un seul joueur qui n'a pas envie d'y aller, quoi. Donc,
j'avais l'occasion de jouer en Champions League et c'était un rêve d'entrepreneur. Et je pense qu'on fonctionne beaucoup par nos rêves quand on est un entrepreneur. Et donc voilà, c'était important pour moi de le faire. Et donc, quels sont les... Parce que bon, là, il y a beaucoup de... Enfin, voilà, tout le monde rêve, enfin, à mon avis, plus ou moins aussi, d'aller aux États-Unis, de tenter l'aventure là-bas. Quels sont... Donc du coup, bon, il y a quelques personnes qui y sont déjà allées, mais pour ceux qui n'y sont pas allés, quelle est la différence quoi, entre... je ne sais pas si on peut dire l'état d'esprit, mais en tout cas l'écosystème et la façon de travailler et d'entreprendre aux États-Unis par rapport à la France quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, quand j'étais en France, j'ai toujours eu le sentiment, quand je créais mes boîtes, de déranger quelqu'un. C'est un sentiment de... Chaque fois que je montais une boîte, on me disait ouais, mais il y a déjà quelqu'un qui fait ça. Voilà, oui, mais non, alors qu'aux États-Unis, il y a même quand on regarde l'espace, la France est une terre de bocage avec des champs et des trous carrés, etc. Et t'as pas intérêt d'aller chercher les champignons dans le terrain de ton voisin. Je suis du Limousin, donc je sais de quoi je parle. Quand les Viennois vont chercher des cèpes en Corrèze, ils sont percer leurs pneus, quoi, en fait. Donc c'est un peu ce sentiment-là, alors qu'aux États-Unis, il y a une vraie culture de l'entrepreneur. N'importe qui peut créer une boîte et quand tu présentes ton projet, on te dit ouais, c'est génial, écoute, super. Et on te dit jamais il y a quelqu'un d'autre qui fait ça. Chacun a sa chance. C'est un peu, ça paraît un peu débile de dire ça comme ça, mais c'est une vraie vérité. C'est une des premières choses que j'ai ressenties quand j'étais aux États-Unis, c'est cette liberté d'entreprendre. Alors c'est danse avec les loups, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est au milieu d'espace et il y a des loups tout autour, hein. Et c'est très difficile, hein. Mais il y a cette liberté. Mais les choses sont en train de changer aussi en France, hein. Moi, j'étais à Marseille hier, j'ai vu des projets super intéressants. Il y a des incubateurs qui se créent, des accélérateurs. Moi, ce que je vois là me rappelle énormément ce qui se passe aussi à San Francisco. Donc, je ne veux pas être du tout fataliste, hein. Je pense que la France est en train de faire un super travail. Je pense qu'il y a aussi l'image de l'entrepreneur. À San Francisco, l'entrepreneur, c'est vraiment la star. Ici, être entrepreneur, moi je me rappelle chaque fois que j'ai créé mes boîtes, tout le monde m'a dit mais tu es complètement con, c'est idiot de monter une entreprise, tu ne vas pas gagner ta vie, tu pourras avoir un boulot ailleurs, etc. etc. Ma mère notamment m'a dit ça plusieurs fois. Et alors que non, moi j'ai vu des mecs à San Francisco qui travaillaient dans des grosses boîtes et qui on discutait avec eux, ils cherchaient un projet, ils voulaient absolument monter leur boîte parce qu'ils avaient 30 ans, ils n'avaient pas monté de start-up et ils avaient le sentiment d'avoir loupé leur vie. Ils ont des projets débiles. Tu crois que je peux monter une start-up avec ça? Je lui dis, mais t'as un boulot en or, tu gagnes 100 000 $ chez Google, pourquoi tu veux monter ta start-up? Mais il y a vraiment cette volonté de créer. T'as fait ton français là. Du coup, t'as fait ton français, oui. Plutôt. Mais oui, c'est ça. Mais, prends 300 000 $ et puis. Oui, non, mais bien pas sûr. de risque, on s'embourgeoise tous. Hein, et donc, non, il y a ce sentiment-là de pouvoir créer. Et puis en plus, il y a un écosystème. La vallée, c'est un endroit absolument magique où il se passe plein de choses tout le temps. Et on est près de boîtes comme Facebook, Twitter, Google, qui tirent cet écosystème par le haut tout le temps. En permanence, donc ça donne envie, il y a ces phénomènes d'entraînement. J'ai l'habitude de dire que pour moi, la Silicon Valley, et ceux qui vont dans la Silicon Valley notamment, ont vraiment ce sentiment-là. Alors si je veux être poli, je vais dire que la Silicon Valley, c'est une canette de Red Bull, hein. Je ne peux pas dire autre chose, quoi, mais c'est vraiment ça, c'est ce sentiment-là, il y a une prise d'énergie totale, et les Américains ont... Le sky is the limit, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune limite et on vous pousse à avoir une ambition folle et d'aller le plus haut possible. Bon. J'espère qu'il y en a qui ont déjà pris leur billet là. Non, mais moi je veux pas dire aux gens. non. Je veux pas dire aux gens de partir aux US. Je suis pas forcément là. C'est un truc très perso, quoi. Et justement, ça tombe bien que tu parles de ça parce que on a entendu parler de toi aussi avec le mouvement des pigeons. Bon bah là on tombe en face d'un problème franco-français. Comment ça se fait que du coup, voilà, après ce que tu viens de me dire, où finalement les États-Unis c'est un peu l'Eldorado pour toi, ça correspond en tout cas plus à ton état d'esprit et ta vision entrepreneuriale. Comment ça se fait du coup que tu as mis un petit pied dans la, si on peut dire, politique française et surtout en ce qui concerne
en ce qui concerne les auto-entrepreneurs et tout ce qui va Oui, avec. mais moi je suis fondamentalement amoureux des entrepreneurs. Je suis amoureux des entrepreneurs et des startups, mais je suis rentré là-dedans complètement involontairement, juste pour vous expliquer comment le mouvement des pigeons est né. Jean-David Chamboredon, qui est un investisseur, qui est responsable du fonds Isaïe à Paris, fait une tribune dans la tribune pour expliquer la loi de Finance 2013 qui prévoyait de taxer la plus-value, et notamment sur les startups, à hauteur de 75%, qui est une hérésie, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si vous enleviez le gros lot au loto, quoi. Plus personne ne va jouer. Donc moi je lis ce truc-là et je trouve l'idée tellement débile que je me dis c'est pas possible, je suis en train de lire le Gorafi, quoi. C'est pas la tribune, quoi. Et donc je poste un truc sur mon Facebook perso en disant mais est-ce que c'est vrai? C'était un vendredi soir et mes amis, enfin entre guillemets mes amis sur Facebook se réunissent et puis une conversation se crée sur Facebook autour de ça. Et puis quelqu'un, c'est Antoine Cohen notamment, non Fabien Cohen pardon, qui et d'ailleurs a lancé un projet qui s'appelle Happen. Je ne sais pas si vous connaissez cette app pour justement rencontrer des personnes. En fait, c'est une app qui permet de géolocaliser, et si tu as vu, par exemple, une fille, dans mon cas, qui t'a bien plu dans le métro, tu vas pouvoir revoir la personne que tu as croisée. Et si vous êtes tous les deux plus, c'est une sorte une nouvelle forme de Tinder qui est assez intéressante. Et Happen, sans le E de Happen, H-A-2-P-N. Et il dit, mais ils nous prennent vraiment pour des pigeons, et on a créé une page qui s'appelait Les Pigeons, et ce qu'on voulait absolument, c'était pas du tout que ce soit... Donc on l'a lancé un peu à la Anonymous. Il y a un graphiste qui est arrivé, qui a créé ce logo des pigeons qui est absolument génialissime. Et on s'est pris un délire, mais le week-end, à lancer un truc un peu comme Anonymous en disant on va vous faire la peau, le gouvernement, etc. Et on s'appelle les pigeons, et voilà. Et au début, ça nous amusait, sauf que le dimanche, on était déjà 5000. Et je me disais, waouh, c'est en train de se passer. Ce qui est assez symptomatique d'ailleurs, ce que je trouve c'est drôle, c'est parce que je pense qu'une des succès des pigeons, c'est parce qu'on l'a créé un vendredi. Et que tout ce qui est pensée structurée, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, voire même la presse, je pense qu'elle était en week-end, quoi. Elle était en Normandie, quoi, tu vois, et pendant que nous on faisait ça, et que le lundi matin, BFM commence et lance son journal sur ce phénomène des pigeons, et à la fin on s'est retrouvé 75 000. On a beaucoup parlé du mouvement des pigeons. Au départ du mouvement des pigeons, on s'était dit ce truc-là doit durer, ne durera pas, parce qu'on a quand même un boulot, quoi, on est des entrepreneurs. Donc on s'était dit ça ne durera pas plus de 30 jours. Et donc on avait un ultimatum, il fallait finir au bout de 30 jours. Et le gouvernement a cédé au bout de 14 jours. On est la première, il y en a eu d'autres depuis malheureusement, mais on est le premier mouvement qui a fait rétro-pédaler le gouvernement. Maintenant ils sont devenus des stars sur le moonwalk, en fait, mais on était le premier mouvement qui a fait rétro-pédaler le gouvernement sur la loi de finances, qui a été retoquée et repensée. Alors après on a passé le relais, c'est France Digital aujourd'hui qui s'occupe de dealer avec le gouvernement, parce que nous on n'est pas les politiques. Je ne sais plus c'est quoi la question. C'était ça, c'était pas mal, c'était expliquer un peu les pigeons, quoi. Enfin, voilà, comment c'était arrivé, et c'était surtout savoir voilà, pourquoi en fait, mais en gros c'est un pur hasard en fait. Oui, non, c'est complètement... Pourquoi toi, les États-Unis, tu t'occupais d'un problème français et globalement, c'est une blague. Oui, alors, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est... on n'a pas fui, quand j'ai rencontré François Hollande, on a parlé de ça ensemble. Je lui ai dit, il faut vraiment que vous compreniez que on n'a pas fui la France. C'est-à-dire que moi, si j'avais pu créer ma boîte en France, bien évidemment que je l'aurais fait. Créer une boîte, c'est déjà très difficile. Alors, créer une boîte dans un pays qui n'est pas le tien, où tu es sous visa, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de faire un écart, quoi, sinon tu rentres chez toi, dans une langue qui n'est pas la tienne, entouré de gens qui ne sont pas comme toi, c'est pas forcément loin de ta famille, loin de tes amis. C'est pas forcément une bonne... on préférait faire ça chez nous, mais on est contraint de partir là-bas et de le faire là-bas, mais malgré tout on reste des Français, et je pense que la France a besoin d'entrepreneurs qui réussissent bien évidemment en France. Moi je ne suis pas un copain de Montebourg, donc la marinière ça me gonfle, quoi. Moi je pense qu'on a besoin d'entrepreneurs qui réussissent en France bien évidemment, mais on a aussi besoin d'entrepreneurs qui réussissent
ailleurs qu'en France, partout. On a besoin de Français. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les Français qui réussissent ici, qui réussissent là-bas, qui réussissent partout. Donc je pense que nous, on n'a pas fui. J'ai pas fui pour des raisons fiscales, des choses comme ça. Mais simplement que fondamentalement, si je me suis posé la question, j'ai regardé mon projet, je me suis dit, ben, c'est là-bas qu'il faut que je le fasse. Je préférerais le faire chez moi à Limoges. Mais à Limoges, c'est pas là que ça se passe. Ça va être plus compliqué, quoi. Ouais. Mais malgré tout, là, bon, tu expliques là, que tu es plutôt t'es un entrepreneur, avant tout, tu es un entrepreneur. Bon, je vois bien qu'en discutant comme ça, en échangeant avec toi, tu as quand même des vraies convictions. Alors, je sais pas si elles sont politiques, mais globalement, l'entrepreneuriat fait aussi partie, voilà, c'est du social, ça fait partie d'une société, et c'est pas non plus, on va dire, tes prises de position sont pas non plus neutres, enfin, en termes politiques. Est-ce que... Mais si ta question c'est est-ce que je suis de droite, la réponse c'est pas. Je pense que. Mais non, mais moi je pense que l'entrepreneuriat, la question est trop importante pour la laisser aux politiques. Et que je pense pas que ce soit une question de gauche ou de droite. Je pense qu'on est la chose la plus importante dans la société actuellement. Et quand on regarde la France, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de croissance, elle a besoin d'innover, elle a besoin de fierté. Et je pense moi je suis très frappé par ça. Je pense que les Français manquent véritablement en comparaison avec les Américains de fierté sur ce qu'ils font. J'ai vu à Marseille ou même ici encore des gens, mais c'est incroyable la qualité des projets et il n'y a vraiment pas à rougir ou à se sentir. Mais à force de dire qu'on est nul, on finit par le croire véritablement. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument changer. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Mais quand des politiques essayent de mettre des bâtons dans les roues à la chose la plus importante qu'il y a actuellement dans notre société, qui est l'innovation, la création d'emplois, la croissance, ou des choses comme ça, il faut leur dire non. Il faut s'opposer à eux, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, on s'en fiche. Et moi, je pense qu'il faut aussi que la France comprenne qu'on est sorti, la lutte des classes, c'est fini. C'est plus gauche-droite, ça se passe plus entre la gauche et la droite, ça se passe entre le passé et la modernité. C'est vraiment ça le combat, où est-ce qu'on veut se situer? Est-ce qu'on veut se situer dans c'était mieux avant, hein, ou est-ce qu'on veut se situer dans un élan qui veut dire qu'on a envie de réinventer et qu'on a envie de se projeter dans l'avenir? Les Américains sont projetés dans l'avenir, nous on est un petit peu, et quand on regarde le résultat des élections, en fait, on voit bien que tout le monde essaye de nous expliquer que c'était mieux avant, en fait. Et qu'il faut revenir au front, et qu'il faut revenir à l'Europe, qu'il faut sortir de l'Europe, etc., et qu'on est malheureux, et moi je crois pas que ce soit le cas. Et la gauche ou la droite, on s'en fiche. L'important c'est les entrepreneurs, l'important c'est nous, et il faut leur expliquer aux politiques qu'ils ont besoin de nous, en fait. Et je dis souvent que la différence, je dis la même chose par rapport aux investisseurs. La différence entre un entrepreneur et un investisseur, ou un entrepreneur et un homme politique, c'est que, par exemple, avec un investisseur, si tu n'investis pas dans mon entreprise, c'est pas grave, quelqu'un d'autre va investir. Mais moi, si je ne crée pas ma start-up, personne d'autre va créer ma start-up. Et ça, c'est une différence fondamentale. Donc ces gens-là qui risquent tout, et je vois des jeunes aujourd'hui qui sortent d'études, on voit des polytechniciens créer des boîtes, des centraliens, des mecs qui étaient prévus pour aller bosser dans les grands corps ou dans des grandes entreprises, qui disent non, je vais créer ma start-up, alors qu'ils prennent un risque à un moment critique de leur vie pour créer leur boîte, mais il faut les aider absolument, absolument. D'accord. Et donc là, j'aimerais bien avoir ton point de vue un peu sur on avait dit on parlait pas de politique et finalement on ouais, c'est pas grave. Les Français adorent la politique. Ouais. Non, sur le projet French Tech, tu as dû en entendre parler. Ouais. Fin d'année dernière, il y a eu cette espèce d'élan, d'impulsion qui a été mise comme ça sur le numérique, sur la techno française créée en France. C'est ça. J'ai entendu que Arnaud Montebourg voulait créer un OS français. Ah, ça, je ne sais pas, j'ai pas entendu. Voilà, ils ont essayé avec Google aussi. Ça. Non, mais hormis ça, l'idée, quelle est ta vision sur cette idée? Pour tout dire, je suis assez investi dans les réunions French Tech, où on y est assez régulièrement. Et j'aimerais bien avoir ta vision sur ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile aux entrepreneurs? Ou est-ce que finalement, ça ne serait pas que
de la communication qui profitera essentiellement aux politiciens et pas forcément à l'écosystème et aux entrepreneurs qui sont en dessous. J'aimerais bien avoir ta vision de ça. Est-ce que tu en as eu déjà? Parce que ça se trouve, t'en fous. Ouais, les Français, la France aime bien fabriquer des trucs, quoi. Le politique, quand il sait plus quoi faire, en fait, il fait un truc. Il met de l'argent et il crée un truc, quoi. Il sait pas ce qu'il en fait, quoi, en fait, mais il fait un truc, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'après les pigeons, il y a eu ce truc-là. Oh là là, il faut aider les entrepreneurs. Alors, on les a cassés, on les a méprisés. Parce que moi, je vous épargne les conversations que j'ai pu avoir, quoi, avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, on était méprisables, quoi. Mélenchon m'a traité de fuyard, délocalisateur, je ne sais plus quoi d'autre, mais et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment le bon message, et du coup, on va créer un truc. On va créer la French Tech, ils ont créé un lieu, le Tech Hub à San Francisco, alors voilà, ils ont créé un truc, et puis, comme ils ont créé un truc et qu'ils ont mis de l'argent dedans, ils considèrent que leur mission est terminée. C'est à peu près ça, quoi. C'est à chaque fois, et c'est pas à nouveau, hein, c'est régulièrement comme ça. Alors, on sait bien que c'est pas la solution. Bon. Je pense que... Mais c'est aussi de la faute des entrepreneurs aussi, je pense. Hein. Il ne faut pas tout mettre ça sur le dos des politiques. Et je pense qu'il ne faut rien attendre, c'est tout, quoi. Il faut faire avancer nos boîtes et ne pas attendre systématiquement que ça vienne d'en haut et qu'on vienne nous aider. Il faut juste faire notre boulot. Notre boulot, c'est quoi? Notre boulot, c'est d'avoir une vision, de recruter des talents, de pousser nos équipes à innover, de communiquer ça le plus largement possible au-delà même de la France et de lever de l'argent pour faire en sorte qu'on aille le plus loin possible. C'est ça notre métier. Ça va être à ces 5 choses-là. D'accord. Bon, c'est pas mal, hein. Après, la French Tech, regardez, moi j'étais invité, je devais être à New York demain et je suis avec vous. Et demain, je suis à Limoges, parce que moi je suis originaire de Limoges, donc il m'a invité pour une conférence à Limoges. Et je pense que je suis beaucoup plus utile ici, hier à Marseille et demain à Limoges, qu'en fait qu'à manger des petits fours avec Axel Lemaire et Fleur Pellerin et à New York, on s'en fout, quoi. Bon. Bon, ben c'est pas mal tout ça, mais malgré tout, ça ne m'empêche pas de dire à François Hollande, quand il est venu à San Francisco, qu'il a fait ce discours et qu'on a fait ce hug ensemble, c'était aussi vraiment pour moi aussi une façon d'expliquer que justement on n'est pas là pour faire de la politique, on doit être le sel et le poivre, de dire quand ça va pas, ben on vous dit que ça va pas. Et quand il est venu et qu'à San Francisco, il a fait un discours très pro-entrepreneur, qui coïncidait bien évidemment avec son virage social-démocrate à l'époque, et qu'il avait ce pacte de responsabilité à vendre. D'ailleurs, ça fait 6 mois, si nous, dans nos boîtes, en fait, on mettait 6 mois à vendre nos produits, en fait, on serait dans un moins bon état qu'eux, en fait, je ne vois rien. Le pacte de responsabilité a été vendu, mais du côté des entrepreneurs, des grosses boîtes, des CAC 40, c'est rien passé non plus. Mais c'était aussi une façon de dire à l'encourager, parce qu'on est toujours dans l'opposition en France, systématique. Moi, j'en peux plus de regarder ces émissions de télé où on n'est pas couché, où le jeu, c'est d'asseoir des gens mettre dans un fauteuil des gens qui font des choses et de leur dire que c'est de la merde, parce que grosso modo, c'est ça le principe de l'émission, et ça s'étend à tout. Si on écoute RMC, tout va mal, en fait, etc. Vous montez dans un taxi, le mec vous explique Uber, je vous jure que c'est vrai qu'un taxi m'a dit que Uber, c'était les métastases des taxis. C'était ces termes, en fait. C'est assez affolant, en fait, de voir ça. Et donc non, il faut qu'on soit là pour dire quand c'est bien, quand c'est mal. Et surtout, je pense que le politique, il faut qu'on soit vigilant pour qu'il ne nous empêche pas de faire ce qu'on a à faire. C'est tout, quoi. Ne nous empêche pas de faire ce qu'on a à faire. Ne pas trop d'attendre d'eux. Et ne rien demander en échange. Et pas leur demander derrière. Et qui nous fiche la paix. Bon. Écoute, ça me paraît pas mal, assez clair, a priori. Bon, on va peut-être passer là aux questions-réponses, parce que là, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de te poser des questions. Bon, allez, on commence. Qu'est-ce qui est une petite question pour Karim? Vous avez dit avec Yves McKinnon que vous avez fait toutes les erreurs que c'était inimaginable. C'est quoi pour vous les grosses erreurs à éviter quand on fait sur une entreprise? Alors, quelles sont les plus grosses erreurs à éviter quand on fait une boîte? Pour moi, la principale erreur, c'est avant tout de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Je pense que souvent on est pressé par le temps
et créer son équipe et être certain de l'équipe qu'on crée. Et en fait, dans toutes mes startups, l'équipe est essentielle. La qualité à la fois, mais pas simplement de l'entrepreneur, on s'en fiche, il n'en est qu'un seul membre de l'équipe, mais du groupe qu'on crée, le recrutement, ça c'est le truc. Moi j'ai recruté des gens qui n'étaient pas bons, quoi, ou qui n'étaient pas adaptés finalement à ce qu'on voulait. Et c'était à la fois une adaptation dans les compétences, mais aussi dans la culture et dans où est-ce qu'on va. Il faut passer énormément de temps et être très picky, comme disent les Américains, scrupuleux sur le recrutement et l'équipe qu'on crée autour de soi. Les 10 premiers salariés sont essentiels. Et on dit souvent que quand une start-up réussit, c'est bien évidemment grâce à une équipe, mais quand elle échoue, ça peut être à cause d'une seule personne dans cette équipe. Et donc, je pense que le conseil que je vous donne, c'est entourez-vous bien des bonnes personnes, faites gaffe, parce que moi je l'ai recruté les copains, ça ne marche pas. C'est souvent ce qu'on pense être le plus... mais c'est tellement une planche à secousses, une start-up, et on vit des trucs tellement forts que quand en plus on rajoute de l'amitié là-dedans, ça peut faire très mal sur plein de tableaux, donc évitez ça. Ayez un raisonnement très rationnel par rapport aux gens que vous recrutez, de qui vous avez besoin, prenez les bonnes personnes au bon moment, recrutez les gens les plus talentueux. C'est pas facile parce que vous n'avez pas d'argent, mais donnez des stock options, faites participer en fait vos salariés à votre projet d'entreprise. Quand on n'a pas d'argent, on peut au moins donner du capital. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire. Éviter des bons dès le départ. Parce que ce qu'on dit aux États-Unis, c'est que si les type A, ce qu'ils appellent les type A, en fait, recrutent des type A. Les type B recrutent des type C. Et le type C recrute personne. Voilà. Donc si vous pouvez recruter des type A, en fait, dès le départ, des mecs vraiment, si vous êtes dans la techno, il vous faut des durs, des mecs hyper bons sur la partie technologique. Type A. Ça n'a rien à voir avec le diplôme ou quoi que ce soit. Et les mecs qui sont vraiment très forts là-dessus. Recrutez les meilleurs, tout le temps, entourez-vous des meilleurs. Et ne considérez pas que vous, CEO de la boîte, vous êtes le meilleur. Vous n'êtes pas le meilleur en fait. Ça c'est un truc que j'aime bien. Je trouve qu'une des différences par exemple avec les États-Unis, je trouve qu'en France, des fois on crée des startups un peu comme Jean-Pierre Mocky fait des films. C'est mon nouveau truc ça. C'est-à-dire qu'on fait tout, on est le CEO, donc c'est-à-dire que comme Jean-Pierre Mocky, en fait, on finance, on est le producteur, on joue dans le film, on est derrière la caméra, on fait le montage, on distribue, on a son propre cinéma, enfin bref. Et donc on fait des petits films sympas, quoi, tu vois, mais c'est pas Jean-Pierre Mocky, il fait pas le Titanic, quoi, tu vois ce que je veux dire, il fait pas le blockbuster. Donc on crée un peu souvent des startups parce que le CEO, il pense que son boulot, c'est de tout faire en France. Alors que finalement, c'est pas du tout le boulot du CEO. Le CEO, c'est vraiment le premier boulot du CEO. D'abord, vous n'êtes pas un Chief Executive Officer, vous êtes un Chief Experiment Officer, donc vous gérez toutes les merdes. C'est ça, en France, c'est un peu ça. C'est le CEO, c'est le Chief Experiment Officer. En fait, c'est pas le Chief Executive Officer. Mais le vrai Chief Executive Officer, c'est de recruter. C'est votre premier boulot, c'est de créer l'équipe et de faire en sorte de faire venir dans votre boîte les meilleurs. Et ensuite, le deuxième boulot, c'est de pousser cette équipe à donner le meilleur. Et comment vous voulez pousser les gens à donner le meilleur si vous faites à leur place? Ça ne marche pas, en fait. Et puis, d'aller chercher de l'argent parce que vous avez besoin d'argent. Je voyais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui, je me rappelle, si c'était Bidler. Il avait un peu de, je l'ai senti un petit peu comme, ça l'emmerdait de dire qu'il fallait que, je sens qu'ils n'ont pas les équipes techno. Voilà, c'est ce que j'ai senti, qu'ils sont un peu fragiles là-dessus. Et ça l'embêtait un peu de dire ça. Mais au contraire, non, il avait raison. C'est pour ça qu'il doit lever de l'argent. Parce qu'il a un super projet, une super opportunité, et qu'il doit prendre les meilleurs techos en fait, dans son projet. Et s'il a une raison de lever de l'argent, c'est pour ça, parce que son projet est génial. Et qu'il faut des super techos, effectivement. C'est pour ça qu'il doit lever de l'argent. Donc, je sais pas où il est. Il est là. J'ai tort ou raison? Bon, j'ai senti un petit peu comme ça fébrile sur le truc, alors que tu ne devrais pas, parce que tu es en train de faire exactement ce que le CEO de la boîte devrait faire. Et confiance dans ça, en fait, parce que c'est ce que tu dois leur dire. Ouais. On parle beaucoup des politiques avec l'impact qu'ils ont sur l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté sur les investisseurs en France
qui resserre les taux, et surtout qui ferme le robinet beaucoup, et qui demande 750 millions de garanties. Enfin voilà, quelle est la perception que vous avez sur les investisseurs Moi je suis très... c'est vrai, je ressens ça. Hier j'étais sur un panel à Marseille avec Jean-David Sambouredon, et au bout d'un moment je lui dis, ils ont un discours, je trouve que les investisseurs ont un discours super technique. Je pense que, par exemple, quand on dit que le CEO doit recruter, la première chose, et un de ces recrutements qu'il a à faire, c'est son investisseur. Mais il ne faut pas inverser le rôle. Bien évidemment que l'investisseur, il cherche des startups. Mais lui, c'est son métier, c'est son modèle économique d'investir dans des startups. Nous, du côté de l'entrepreneur, quand on choisit un investisseur, c'est un processus de recrutement. Or, ici, en France, souvent, on va voir l'investisseur comme on va voir la banque. On lui présente un projet, en fait, il veut ouvrir une boulangerie, quoi, machin, et. Non, moi quand je vais voir les investisseurs, c'est eux qui doivent nous pitcher. Vraiment. Bien évidemment, je leur présente, moi je dois leur pitcher, quoi, les trucs. Mais c'est vraiment un double pitch. C'est-à-dire que je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait sur ce sujet-là, en fait vous avez accompagné quelle entreprise, comment vous travaillez, je me renseigne, je fais des due deals, j'appelle les autres entrepreneurs avec qui ils ont levé de l'argent. Parce que très honnêtement, mal choisir ces investisseurs, et j'ai pu le faire moi-même par le passé, c'est une vraie galère, hein, c'est un mariage. Hein, quoi. En fait, vous avez intérêt à bien vous entendre avec le mec. Hein, parce que, et donc on choisit. Le seul luxe qu'on a quand on crée une start-up, c'est de choisir son équipe. Quand vous allez bosser dans une boîte, vous ne choisissez pas les gens. On vous dit, ben voilà, ça c'est ton bureau, ça c'est tes collègues. C'est à peu près ça, hein, c'est comme ça que ça se passe. Quand on crée une start-up, on choisit ses bureaux et ses collègues. Pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas ces investisseurs? De la même façon qu'on choisit ses collègues, on doit choisir de la même façon. Pourquoi? Parce qu'en plus, si je vous impose un mec, par exemple, si ce n'est pas votre investisseur, si c'est un salarié, et que je vous l'impose, parce que, j'en sais rien, c'est votre cousin et qu'il faut le recruter, etc., ça va pas bien se passer. C'est généralement pas avec ces gens-là qu'on travaille le mieux. Alors si vous faites la même chose avec votre investisseur, ça va mal se passer aussi pour lui. En fait. Donc il y a un vrai... je crois qu'il faut arrêter ce rapport à penser que l'investisseur est en haut de la pyramide et que nous, les startups, ils ont besoin de nous. Encore une fois, quand je disais tout à l'heure, s'ils n'investissent pas dans votre boîte, vous allez en trouver un autre et eux, ils trouveront d'autres startups. Mais vous, votre startup, vous êtes tout seul. Si toi, tu ne la fais pas, personne d'autre va la faire. Donc, il faut vraiment se positionner comme on fait partie de leur modèle économique. Ils ont besoin de nous et que ça doit être un partenariat win-win et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de jeu. Bon, c'est pas forcément vrai, parce que quand même, ils peuvent te virer tous les boards, en fait, donc c'est un autre sujet, ça. Mais là, l'investisseur, il a 3 boutons. Quand il investit dans ta boîte, il a 3 boutons. Le premier bouton qu'il a, c'est de mettre de l'argent, le chèque. Okay. Le deuxième bouton qu'il a, c'est de te donner des conseils et ouvrir son réseau, et c'est un truc, c'est vachement important. Et le troisième bouton qu'il a, c'est de te virer. Et voilà. Donc il a un clavier bon tant pis, quoi, en fait, et il joue avec 3 notes. Il ne faut pas attendre plus que ça. Tu as de l'argent, tu as des conseils, tu veux le virer. C'est grosso modo la question du bord. J'ai un peu dur, mais... C'est clair. C'est un peu efficace. Une autre question? Est-ce que c'est plus facile de lever de l'argent aux États-Unis? Oui, alors... Oui, ça c'est une question qui revient souvent, c'est de savoir si c'est plus simple aux États-Unis. Moi je pense pas. Il y a 60 000 startups qui se créent tous les ans dans la Silicon Valley. 60 000. Donc effectivement, il y a beaucoup d'argent, mais il y a énormément de compétition, il y a beaucoup de startups. Et comme ils n'ont pas de scrupules à échouer, donc ils recréent. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a 60 000. Un selfie. Et donc... je ne pense pas que ce soit plus facile, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Mais aussi, une de mes thèses, c'est de dire qu'avec cette analogie avec la Champions League, c'est que je pense qu'il faut aller dans la Silicon Valley, pas parce que c'est plus facile. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Ouais, ça marche pas, mais en France, c'est tous des cons, ils n'ont rien compris, je vais venir à San Francisco, ça va super bien se passer, parce que l'argent pousse sur les arbres, bien évidemment, on se lève le matin et on prend les billets quoi, sur les arbres, c'est comme ça que ça se passe. » Et moi, je pense qu'il faut aller dans la Silicon Valley ou à San Francisco, pas parce que c'est plus facile, mais au contraire parce que c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on va dans la Silicon Valley, parce que c'est plus difficile. C'est comme en Champions League, quand un joueur décide de quitter la Ligue 1 pour aller jouer en Champions League, il y va parce qu'il sait que c'est un cran au-dessus.
il sait que les passes vont être plus appuyées, il sait que les tacles vont être plus durs, il n'est pas sûr de jouer, il va peut-être rester sur le banc, il va peut-être se retrouver dans un pays qui n'est pas le sien, parce qu'il ne joue plus en Ligue 1, etc., etc. Mais pourtant, il va y aller. Et parce que c'est plus dur. Et qu'il a envie de savoir s'il est capable de jouer sur ce terrain-là. Je pense que quand on décide d'aller aux États-Unis, il faut vraiment se dire, j'y vais parce que ça va être plus dur. Et que j'ai envie de me mesurer à quelque chose qui est plus difficile. Si on pense que c'est plus facile, on se plante systématiquement. Est-ce qu'il y a des critères, d'autres critères pour décider de jouer? Oui, alors après, ça dépend évidemment du business qu'on fait. Je pense que si on a un business qui est vraiment mondial et qui a une résonance, quand on met le projet sur la table, on comprend bien que ce n'est pas un truc qui va... Par exemple, Blablacar, dont on parle beaucoup, pour moi c'est un projet très européen. Je pense que Blablacar ne marchera jamais aux États-Unis, pour une raison, on en parlait tout à l'heure avec Carole, pour moi pour une raison très simple, c'est la raison du psycho-killer. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, personne ne laisse monter quelqu'un dans ta voiture. Très honnêtement, un étranger dans ta bagnole, en fait, il y a tellement de psychopathes qui traînent, en fait, les gens ne sont pas soignés, hein, il n'y a pas de psychiatrique. Et donc personne n'acceptera de faire monter un potentiel psycho-killer dans ta voiture. Alors qu'ici, non, c'est beaucoup plus... Donc ça dépend vraiment du projet de ta boîte, mais si ton projet a vraiment une capacité à réussir mondialement, il faut le lancer dès le début aux États-Unis. Pourquoi? Parce que pour à peu près le même investissement et le même effort, la résonance du succès va fonctionner. On peut le déplorer en Europe quand il y a un truc qui réussit en France, les Italiens ils s'en foutent. Quand un truc marche en Allemagne, en fait les Français s'en foutent. Aux États-Unis, quand un truc marche à San Francisco, la semaine d'après, tous les mecs à New York sont au courant et l'utilisent. Un marché de 320 millions de personnes qui pensent à peu près la même chose, qui consomment de la même façon et qui ont la même culture. Donc quand ça marche, boum, ça part tout de suite énorme, de façon beaucoup plus grande. Donc si votre marché est global, s'il est mondial, et puis c'est du retour sur investissement marketing. $1 d'investi en marketing aux États-Unis vous servira à 0,3 à peu près en France, alors qu'un $1 d'investi en France en marketing ne vous servira à rien aux États-Unis. Personne ne regarde ce qui se passe en France, hein, je vous le dis. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Les Français, pour eux, c'est l'endroit où on va en voyage de noces après son mariage. C'est ça la France, pour les Américains. Malheureusement. On est tout petit. Et le vin? Non, ils ont du vin en Californie et très honnêtement, ils considèrent que leur vin californien est bien meilleur que le nôtre. Hein. Ce qui est en plus pas forcément faux des fois. Alors, ça, j'adore cette question. Je crois pas. Parce qu'aux États-Unis, tu ne fais rien sans un avocat qui te prend environ $450 de l'heure, y compris pour monter ta boîte. Donc, et puis le système administratif aux États-Unis est très compliqué. Et presque, quand on vit aux États-Unis, on se dit que finalement le service public français, c'est pas mal. Hein, et on déteste deux personnes. Du coup, on déteste ceux qui essayent d'en profiter, et notamment sur le domaine de la santé, des choses comme ça, et ceux qui veulent le supprimer. Parce qu'on n'est pas compte de la chance que finalement on a. Moi, pour mettre mes gamines à l'école, ça me coûte $20 000 par enfant, hein, par an. Alors, en primaire. Hein. Je leur dis que c'est un MBA coloriage, c'est le prix du MBA. C'est à peu près ça. Donc, une copine qui a 5 enfants, elle dépense $100 000 par an de scolarité. C'est un truc absolument fou pour à peu près la même chose qu'en France. Et puis, un entrepreneur, j'ai eu des entrepreneurs qui m'ont dit « Ouais, mais j'ai pas monté ma boîte parce que tu comprends administrativement, c'était super difficile, j'ai pas pu, machin, là. » Mais t'es pas un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur qui n'arrive pas à créer sa boîte, qui bute sur de l'administratif, eh ben c'est qu'il n'a pas, la force et l'énergie. Parce que si tu butes là-dessus et que tu ne te rends même pas compte, après, c'est là ce sur quoi tu vas buter derrière. Donc ne pas être capable de passer, enfin je veux dire, moi, dans mes entreprises, que ça m'habite tellement, je me réveille la nuit, j'emmerde tout le monde avec ça, que c'est pas l'administration qui va m'arrêter. Ça, c'est pas un formulaire qui va m'arrêter. Jamais. Je ne peux pas penser que le problème que l'administratif soit un obstacle à ça.
Je pense qu'un vrai entrepreneur, même dans un livre de Kafka, il créerait sa boîte, même à Brésil, je pense.